Permettrai de débuter ma courte intervention en rendant hommage à notre collègue Frédéric Petit qui, depuis des années et singulièrement depuis février 2022, ne ménage pas ses efforts pour alerter et agir. Monsieur le Premier ministre, dire les choses telles qu'elles sont est sans doute dans les heures que nous vivons le premier des impératifs. Et donc il faut dire, sans relâche, qu'il y a 3 ans, l'Ukraine était envahie par la Fédération de Russie dans une guerre d'agression et d'annexion, comme nous ne l'avions pas vu sur notre sol européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dire que aussi, cette guerre ne venait pas de nulle part et que lui avait précédé en 2014 l'annexion illégale de la Crimée et la guerre, déjà, au Donbass. Certains avaient cru que 2014 marquait seulement un soubresaut de dislocation de l'Empire soviétique, mais de fait, il s'agissait du début d'une offensive géopolitique qui sonnait comme un test de la propre résistance de nos démocraties et du droit international face à l'émergence d'un nouvel impérialisme. Et nous n'étions pas nombreux à le dénoncer, parce que déjà, il y a plus de 10 années, se développaient des voix nombreuses pour nier, pour dénier, et au fond, par leurs attitudes, pour protéger les visées de Poutine. Il y a donc bien un agresseur et il y a donc bien un agressé. Et il paraît bien curieux, y compris dans un bureau ovale aux États-Unis, que l'on en vienne à le nier pour justifier de toutes les compromissions, comme nous l'avons vu vendredi dernier. Et je veux saluer le président ukrainien qui, par son attitude, a certainement sauvé notre honneur de démocrate et peut-être ouvert le chemin d'un ressaisissement collectif. Depuis 3 années, donc, le soutien des Européens à nos frères ukrainiens n'a pas faibli, permettant à l'Ukraine, avec d'autres, par le courage de son peuple et de ses dirigeants, de résister et de ne pas se rendre. Ils se battent au fond pour nous. Mais depuis quelques semaines, alors qu'il nous faut sans cesse rechercher la paix, la situation a pris un tour bien plus dramatique puisque les États-Unis, alliés d'une relation transatlantique séculaire, sont aujourd'hui animés d'une diplomatie qu'on ne saurait encore qualifier, mais dont on peut d'ores et déjà dire qu'elle est en rupture absolue avec la tradition et plus encore avec les valeurs que nous pensions avoir en partage, celle de la primauté du droit sur la force, du dialogue sur le rapport de force ou celle du respect des accords internationaux. Et donc ainsi, le 24 février, à l'Assemblée générale des Nations unies, les États-Unis ont voté aux côtés de la Biélorussie, de la Russie et de la Hongrie pour s'opposer à une résolution qualifiant simplement Moscou d'agresseur dans le conflit en Ukraine. Ces épisodes cumulés nous imposent donc ici, en France, mais aussi dans toutes les capitales européennes, de nous prendre enfin en main pour construire notre indépendance collective et donc individuelle. Nous ne pouvons pas l'avoir réclamée depuis des années sans nous en donner les moyens aujourd'hui. C'est de l'existence même de l'Europe dont il est question désormais, et à la sidération et à l'impuissance doivent désormais succéder l'action et la lucidité, celle conduisant à une coopération de défense renforcée, celle de moyens autonomes à consacrer à notre protection collective, celle d'une refondation des rapports internationaux et de nos alliances stratégiques, celle enfin d'un réarmement aussi bien intellectuel qu'économique ou militaire. Dès 2017, en Sorbonne, le président Emmanuel Macron indiquait que l'Europe ne pouvait se confier aveuglément à l'autre côté de l'Atlantique et que nous devions créer cette capacité d'action autonome de l'Europe. Action en matière de défense, mais aussi économique et industrielle, je le disais. Il nous faut retrouver la capacité d'instaurer un nouveau rapport de force, car si nous ne pesons plus, quel sera demain le chemin d'une Europe déconsidérée, humiliée et divisée? J'entends d'ici ceux qui nous taxeront de va-t-en-guerre ou d'inconscients, ceux qui, en écho à ceux qui disaient en 1939, par la voix de Marcel Déat, par exemple, pourquoi mourir pour Danzig? Et qui diront pourquoi tant de risques pour Kiev? J'entends d'ici ceux qui nous inviteront à chercher la paix à tout prix, c'est-à-dire à n'importe quel prix, c'est-à-dire au prix de déséquilibres et de guerres encore plus certaines. J'entends ceux qui d'ici érigeront la paix non pas comme un objectif que nous partagerions, mais comme de fait le moyen de justifier toutes les lâchetés et tous les renoncements. Et parce que nous abhorrons la guerre, nous n'acceptons pas une paix du plus fort, une paix à tous les prix. Et nous n'accepterons pas la paix que si elle est le produit d'hommes et de femmes libres et courageux, pas le fruit des lâchetés, des faiblesses et de petits intérêts. Ce serait une fausse paix, l'histoire nous l'enseigne. Nous voulons donc nous aussi la paix, et parce que nous voulons la paix, nous pouvons donner la victoire à l'agresseur et à ceux qui ont voulu cette guerre. En ces jours où parfois il y a comme des échos puissants
à l'esprit munichois, je me dis et espère que nous n'ayons jamais ajouté une nouvelle strophe au très beau texte du pasteur Martin Niemöller, qui montrait les renoncements successifs qui avaient amené à la guerre et décrivait la somme des lâchetés ayant abouti à la victoire du totalitarisme en Allemagne. Et pour ceux qui s'en souviennent, qui commence par « lorsqu'ils sont venus chercher ». Et j'espère, j'en conclus, Madame la Présidente, que nous n'ayons jamais à dire que lorsqu'ils sont venus chercher les Ukrainiens, je n'ai rien dit, je n'étais pas Ukrainien, et que nous ne finissions pas seuls. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le meilleur moment pour dire non, c'est encore le premier, comme le disaient des aînés de notre famille politique dans le journal de l'Aube en 1938, après les accords de Munich. Parfois, en ces temps, nous avons le sentiment que certains ont dit non trop tard, et c'est pourquoi, en écho, sans doute, il est désormais le meilleur moment pour affirmer notre liberté, nos valeurs et notre puissance face aux impérialismes qui galopent et qui menacent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.